Bonsoir, bienvenue à notre webinaire Alta Profit. Merci de votre fidélité. Ce soir, vous êtes encore très nombreux à vous être connectés. Merci beaucoup. Donc, la thématique que nous allons aborder ce soir, quelle perspective pour les fonds en euros en 2020 ? Quelle est la promesse de l'assurance vie pour les années à venir et est-ce qu'il y a des alternatives à ce fonds en euros? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir 3 experts du marché de l'assurance vie en France. Je vais vous les présenter. Donc, Marianne Minin, qui est responsable des partenariats dans une compagnie partenaire d'Alta Profit sur Avenir. Bonsoir Marianne. Corentin Favenet, qui est directeur des partenariats épargne, banque privée, Internet chez Generali, partenaire aussi d'Alta Profit. Emmanuel Saint-Pierre, qui est directeur des partenariats vie chez Swiss Life. Merci madame, messieurs, d'avoir accepté notre invitation et de répondre donc aux questions de nos internautes. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, l'assurance vie est le placement préféré des Français et il a fait pendant de nombreuses années, en tout cas, il y a des générations d'épargnants qui ont été très heureux avec l'assurance vie et plus particulièrement avec le fonds en euros à l'intérieur de l'assurance vie. On peut se poser la question pour quelles raisons, pendant des années, un tel succès de l'assurance vie et du fonds en euros? Tout simplement parce que la promesse de performance était aussi assise sur un triptyque où nous avions la garantie en capital qui était apportée par l'assureur. On mettait 100 €, on était certain que l'assureur portait cet engagement de 100 € et qu'à tout moment, on allait récupérer notre capital. Il y avait ce fameux, dans le jargon des assureurs, effet de cliquet annuel qui était en fait le rendement du fonds, de l'argent qui travaillait, le rendement annuel qui était définitivement acquis au contrat et qui venait s'ajouter à l'épargne acquise du contrat tous les ans au mois de janvier, donc qui faisait gonfler le contrat. Il n'y avait jamais de performance négative. Il y avait, et on le rappelle jamais assez, c'est vrai que l'assurance vie permet une liquidité de l'épargne. L'épargne n'est pas bloquée pendant 8 ans ou pendant 10 ans. En assurance vie, on peut récupérer son capital à tout moment sous forme de rachat partiel ou de rachat total, ou même sous forme d'avance. Bien sûr, il y a des conditions fiscales en fonction de la date, mais globalement, on peut récupérer son capital. Et enfin, on avait effectivement un contexte économique et financier qui faisait que finalement, sur ce fonds en euros, on avait de la performance. On arrivait à avoir une performance tout à fait satisfaisante qui rendait ce placement finalement extrêmement intéressant. Alors, je parle au passé parce qu'effectivement, le contexte actuel a évolué. Les promesses sont différentes aujourd'hui. Les recettes du passé ne fonctionnent pas plus forcément dans le contexte actuel. Et on va essayer de décrypter avec vous pourquoi le fonds en euros aujourd'hui ne va plus forcément répondre aux mêmes promesses. En 2019, et on le voit sur le diapo que nous vous présentons avec les 3 courbes, la courbe de la performance des fonds en euros depuis une dizaine d'années, la courbe du livret A en rouge et enfin la courbe de l'inflation. En 2019, je disais donc, la moyenne de rendement des fonds en euros pour l'ensemble des contrats d'assurance du marché était de 1,40, net de frais de gestion. Avec une inflation à 1,10 sur 2019, on voit bien que là, on a une préservation du capital par rapport à l'érosion monétaire qui est vraiment très limite si on doit effectivement enlever de cette performance les prélèvements sociaux. Les prévisionnistes
prévoit pour 2020 un taux de rendement des fonds en euros qui devrait être aux alentours de 1%. C'est ce qu'on peut lire et que vous avez certainement, vous aussi, internautes, lu dans la presse. Et donc, on est loin bien des promesses du passé. Et donc, on va essayer de décrypter pour quelles raisons on en est arrivé à cette situation, pour quelles raisons aujourd'hui les fonds en euros baissent d'année après année. Pour répondre à cette première question, Marianne, si vous voulez voilà, décrypter pour nous ce qui se passe concrètement sur le marché des taux d'intérêt. Merci Stéphane. Bonsoir à tous. Merci d'être là. Écoutez, je pense que pour la plupart, vous avez entendu, et maintenant c'est vraiment un constat de place, hein, je pense qu'on partage ça avec Corentin également et Emmanuel, les fonds en euros sont une merveilleuse recette, mais qui ne peut plus durer en fait. On aurait bien aimé en profiter encore très longtemps. Et l'idée, c'est de pouvoir revenir tout simplement à la constitution de ces fonds en euros. Vous le savez, les fonds en euros sont très, très majoritairement, quasiment composés d'obligations long terme. Après, le rendement et les investissements en moyenne sont sur des lignes de 10 ans, donc ce sont des emprunts d'État ou des emprunts d'entreprise, hein, donc voilà. Et le marché de la dette, on le voit, subit une révolution, en tout cas arrive dans un environnement économique jamais connu. Si on se rapporte à l'été dernier, on a vu quelque chose qui n'était pas encore arrivé en France, on avait ça au Japon, mais pas en France. On est arrivé avec des taux de rendement des obligations négatifs. Donc au mois d'août l'année dernière, on a vu des obligations qui étaient émises avec des taux de rendement négatifs. C'est-à-dire que plutôt que moi, en tant qu'investisseur, normalement quand j'emprunte et que je prends une obligation, on me doit un loyer, on me doit un rendement. Une obligation va me rendre une rentabilité. Et bien là, pour investir, j'étais obligée en fait de payer pour qu'on prenne de l'argent. C'était un peu un inversement de la logique du monde obligataire. Donc, tout ça pour vous dire qu'on arrive en territoire négatif et que ces rendements, en fait, quand nous versons sur notre contrat d'assurance vie, l'assureur va aller investir. Alors, on va dire qu'en grande moyenne, on est à 80% dans un fonds en euros en obligation, pour certains un peu moins, mais voilà, on est quand même sur une grande proportion d'obligations. Et l'assureur, sur le nouveau flux, va devoir investir sur des taux négatifs. Alors, on voit que l'assurance vie, c'est quand même plus de 1700 milliards. C'est un très gros volume d'épargne. Hein. C'est là, vous l'avez dit, c'est la recette gagnante de l'épargne des Français depuis de nombreuses années. Donc, avant, si je vous prends l'image de la baignoire que tout le monde connaît, mais qui est tellement parlante, avant que tout ça vienne refroidir l'eau du bain, vous pouvez se dire qu'on a un petit peu de temps. Mais il faut voir que, comme votre courbe le montre très bien, cette érosion qu'on voit depuis de nombreuses années, hein, depuis 2009, c'est ce marché obligataire sur lequel se reposent des fonds euros qui perd de plus en plus de rendement pour arriver à un paroxysme l'été dernier à des taux négatifs. Donc, on a, entre assureurs, longtemps espéré avoir une reprise de ces taux, une remontée des taux lente et sûre. On voit aujourd'hui, c'est un constat de place, que ces terres en taux négatifs et ces taux très faibles dans la rémunération des obligations va durer. Or, c'est comme un paquebot, pour piloter ces milliards d'euros sur les fonds en euros, les assureurs doivent gérer sur le long terme. Et donc, on voit bien qu'on voit l'eau du bain naturellement qui se refroidit avec les nouvelles collectes des assurés, mais aussi, n'oublions pas que ces obligations ont des durées de vie. Et ces durées de vie sont de l'ordre de 10 ans. Donc, à chaque fois que des lignes d'obligations tombent, elles sont aussi réinvesties aux conditions de marché actuelles. Donc, on voit bien que ce roulement de fonds de réinvestissement et de collecte du flux va venir en synthèse, refroidir ma baignoire. Voilà. Donc, on a aujourd'hui un marché obligataire qui ne permet plus d'assurer pour les assureurs et les épargnants des rentabilités au-delà de l'inflation. Et votre graphique est excellent pour ça. On voit bien que le fonds en euros, aujourd'hui, le 100% de fonds en euros, n'est pas un bon conseil pour l'épargnant dès lors qu'il a du temps. Très bien, merci Marianne. Donc on voit bien effectivement donc, que le fonds en euros n'est pas suffisant à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie pour effectivement créer de la performance pour préserver son capital face à une érosion monétaire, même si elle est basse, elle est quand même réelle. Alors, les assureurs aujourd'hui, comment, au niveau de leur politique commerciale, agissent-ils par rapport à cette situation? Des conditions d'accès aux fonds en euros spécifiques sont mises en place. Est-ce que c'est le cas chez Suravenir?
Oui, tout à fait, Hélène. En fait, la première réaction d'un assureur, quand on voit qu'on a un flux comme ça qui devient rare et sur lequel l'investissement va venir diluer en fait le rendement global des fonds en euros, eh bien, on va mettre euh, des règles de conditions d'accès. Donc, sur nos fonds en euros, on a deux fonds en euros, vous retrouvez deux fonds en euros sur nos contrats. On a le fonds en euros dit surannué rendement qui correspond à l'actif général de l'entreprise. Donc, c'est le fonds historique de la compagnie et on a plus de 27 milliards d'euros. C'est un gros fonds sur lequel Suravenir maintenant conditionne, pour verser en fonds en euros désormais, d'avoir 30% d'actions. C'est un bon conseil parce que, quelque part, sur un investissement, comme on vient de le voir, le fonds en euros ne se suffit pas pour la rentabilité à long terme. Et cette diversification vers les marchés financiers ou autres supports qu'on verra tout à l'heure de diversification va permettre de restaurer cette rentabilité globale dans votre contrat. Donc ça, c'est sur Avenir Rendement avec une contrainte de 30% du C. On a aussi notre fonds en euros dynamique, donc Suravenir Opportunité. Quand Suravenir a vu effectivement et a anticipé cette érosion lente sur les marchés, on a créé ce fonds dynamique, ce fonds en euros, pour venir à l'intérieur de cette répartition de ce fonds en euros, diminuer un petit peu la poche obligataire, qui était un petit peu en faiblesse sur sa rentabilité, et venir doper une poche un peu plus orientée sur les marchés, un peu plus action, structurée, diversifiée. Et ce moteur de performance nous a permis d'avoir les taux de rendement très intéressants sur Suravenir Opportunité et de venir compenser un peu cette baisse et cette érosion. Mais, comme toute bonne recette, elle a ses limites puisque cette baisse des fonds en euros dure, le marché obligataire perdure et qu'à un moment donné, effectivement, ce fonds en euros aussi dynamique doit être limité dans sa collecte. Et donc, on a mis une contrepartie à l'acquisition de ce fonds en euros dynamique de 50% d'actions. D'accord, donc il faut effectivement choisir des unités de compte pour aujourd'hui donc investir chez Suravenir. Côté Generali, Corentin, qu'est-ce que voilà, quelle est la politique commerciale qui a été déployée? Comment effectivement vous vous adaptez à ce contexte de taux bas et semblerait durablement bas? Je dirais que le constat est le même, parce que c'est en effet un constat de place, le même que Marianne a très bien décrit avec cette image de la baignoire. On est vraiment dans une logique de protection de nos fonds euros, donc éviter en effet que l'eau le refroidisse trop vite. Et on est vraiment dans une logique où on veut protéger ces fonds euros, donc en limitant les flux de collecte sur ces fonds. Et ça à la fois pour les clients qui sont déjà existants et qui ont déjà fait confiance, je vais dire, à Alta Profit et aux assureurs pour pouvoir préparer leurs projets futurs, parce qu'il ne faut jamais oublier que l'assurance vie, c'est vraiment une promesse qu'on a faite à nos clients pour préparer des projets de vie, que ce soit préparer sa retraite, l'éducation de ses enfants pour les financer dans le futur ou l'acquisition d'un logement. Et donc, on a vraiment un engagement collectif en tant qu'assureur pour protéger les épargnants existants avec ce fonds euro-là, et aussi, bien sûr, les nouveaux épargnants qui, on va limiter l'accès, mais qui auront sans doute aussi assez souvent recours au fonds euro, par contre, dans des proportions qui sont beaucoup plus limitées. Donc, on a mis aussi en place toute une logique de limitation de flux, donc avec ce qu'on appelle des conditions d'accès. Nous, notre fonds général, l'actif général de Generali, parce qu'on a aussi deux fonds qu'on met à disposition dans le contrat Alta Profit Vie. Le premier, c'est Eurocima. Et donc là, on a aussi souhaité limiter. Alors là, c'est plutôt une limitation en montant pour laisser une certaine accessibilité. Et donc là, on donne un accès à jusqu'à 50 000 euros de souscription de ce fonds Eurocima l'année de la souscription. Et après les années suivantes, on a le droit de souscrire jusqu'à 25 000 euros. Donc je dirais que c'est une certaine accessibilité. Et par contre, après, c'est limité pour éviter cette dilution. Et pour notre fonds dynamique qui s'appelle Netissima, dans lequel aussi là on a décidé de mettre un peu plus de moteurs de performance pour pouvoir proposer de meilleurs rendements pour nos clients. Là aussi, on souhaite le préserver et encore plus. Et donc du coup, là aussi, la contrepartie pour limiter l'accès à cet actif rare, parce que c'est le cas du fonds euro, c'est presque un luxe maintenant, et bien on a aussi une condition de 50% d'unité de compte. Et pour compléter tout ça, parce que là on est vraiment sur une logique de nos fonds euros, comment on protège nos fonds euros, une façon aussi de protéger nos fonds euros, c'est de proposer des alternatives. Et nous, on croit très fort dans l'alternative qui est le fonds croissance, ou dit euro croissance,
qui est quelque part, c'est les mêmes recettes de l'assureur. Donc, tout ce qu'on aime dans la gestion assurantielle d'un assureur, on a décidé de le mettre dans un nouveau fonds qui s'appelle le fonds croissance. Et le fonds croissance, en échange d'une protection au terme de 80% à 8 ans, donc on diminue un peu la protection, on joue un peu sur le triptyque qu'a présenté Stellan tout à l'heure, on peut retrouver un moteur de performance, donc avec la capacité d'aller chercher un peu plus de performance, qu'on est toujours en train de se dire, si on est capable de rester un peu plus longtemps sur un investissement, en contrepartie, on peut avoir un peu plus de performance. Et donc, avec ce fonds croissance qu'on a lancé maintenant il y a 6 ans, on s'aperçoit que c'est une recette qui marche parce qu'on arrive à avoir des performances de l'ordre de 5% annuels. Donc voilà, c'est aussi une autre solution qu'on peut proposer en complément et en alternative à nos fonds euros. Très bien, merci Corentin. Et Emmanuel, pour Swiss Life, même question. Qu'est-ce que vous avez déployé dans ce contexte? Alors, il y a deux choses. Je vais juste rebondir sur ce que disait Marianne et de toute façon Corentin sur le sujet. La performance, elle est aussi dégradée, et il ne faut pas qu'on se le cache entre assureurs, par le fait que depuis de nombreuses années, on est attaché à des règles prudentielles et vous savez qu'on est contrôlé, et on fait très attention depuis quelques années à protéger les intérêts des clients. Et pour protéger les intérêts des clients, on nous demande, tous les assureurs, de mettre en face du fonds euro et des unités de compte des fonds propres pour garantir le bon fonctionnement de la compagnie d'assurance. Il ne faut pas oublier que dans tout ce qu'on met, tout ce sur quoi on investit dans un fonds euro, et je schématise tout ça, c'est juste pour que vous ayez conscience que plus on prend de risques à investir le fonds euro sur des actifs risqués pour aller chercher du rendement, plus on est obligé de mettre en face des fonds propres, donc des fonds qui ne servent à rien. Donc, qu'est-ce qui a été la logique de beaucoup d'assureurs? C'est d'investir un maximum en obligations, comme le disait très bien Marianne, c'est la majorité des portefeuilles, pour ne pas avoir à bloquer des fonds propres de façon trop importante dans les portefeuilles. Ça, c'est assez important pour aussi expliquer l'érosion du portefeuille. Ensuite, pour la politique en fonds euros, nous, on n'avait pas le même sujet que les compagnies françaises, puisqu'on est compagnie suisse au départ. On a été soumis depuis de nombreuses années à ce qu'on appelait, vous allez voir, c'est un langage assureur Solvency suisse, qui est en fait la Suisse qui avait décidé de nous imposer déjà, depuis de nombreuses années, de proposer une part de fonds en unité de compte plus importante dans les contrats pour avoir de meilleurs bonus. Donc nous, ça fait 12 ans qu'on pratique l'investissement et le rendement du fonds euro en fonction de la part investie en unité de compte. Donc on n'a pas de règles, nous, on n'a pas bloqué les investissements qui étaient faits 100% en euros. Par contre, ce qu'on a depuis de nombreuses années, c'est que quelqu'un qui investit entièrement en fonds euros dans nos contrats n'aura pas un rendement intéressant. Donc ça a fait, on a plus été connu pour avoir pour avoir des clients qui venaient chercher justement un peu de fonds euros et pas mal d'investissements en unité de compte pour aller chercher un rendement qui était recevable et en comparaison avec ce que faisaient les autres. Après, il y a une démocratisation sur le marché. Aujourd'hui, on a tous le même problème, et pour préserver nos intérêts et un semblant de rendement pendant de nombreuses années, on demande effectivement à investir de façon plus massive dans les unités de compte. C'est une part de risque, mais il ne faut pas oublier que le contrat d'assurance et les bienfaits de l'assurance d'un point de vue fiscal et d'un point de vue rendement ne pourront continuer à exister et à avoir ces avantages que si on arrive à maintenir leurs avantages. Et pour maintenir leurs avantages, il faut qu'on change nos politiques. Et pour changer nos politiques, il faut qu'on investisse en unité de compte. Donc, pas de blocage aujourd'hui sur la part en unité de compte ou en fonds euros, pardon. Par contre, une politique de rendement agressive en fonction de la part UC investie. Très bien. Merci Emmanuel. Est-ce que pour nous résumer... Oui, on vous entend, Emmanuel. Merci. Pour nous résumer, en fait, ce que je retiens, c'est le souci
de vos maisons à chacun, le souci de préserver au mieux les intérêts donc, de nos épargnants qui détiennent déjà des fonds en euros, donc préserver déjà cette baignoire, pour reprendre le terme de Marianne, préserver bien sûr la rentabilité globale de la compagnie, parce que c'est ça aussi quelque part qui va assurer la solvabilité et qui permettra aux compagnies de tenir leurs engagements dans le futur. Donc là, on voit bien des intérêts très alignés à la fois de nos épargnants et de l'assureur pour préserver ses intérêts dans le futur. Et il faut passer, dans ce contexte de taux bas, durablement bas, il faut passer par des conditions d'accès aux fonds en euros, ou bien un fonds en euros qui, dès lors qu'il est à un contrat qui, dès lors qu'il est à 100% fonds en euros, aurait un rendement inférieur à celui qui a une part en unité de compte plus élevée chez Swiss Life. Donc, très bien, on voit bien effectivement là qu'il va falloir aller chercher de la performance avec les unités de compte. La recette, effectivement, bon, on parle de cette répartition de 50 fonds en euros, 50 unités de compte. Le fonds en euros resterait un socle de fonds de portefeuille, et les unités de compte permettraient effectivement d'aller chercher de la performance. Alors, les unités de compte, elles sont détenues soit en gestion libre dans les contrats, où là, chaque épargnant va déterminer son allocation d'actifs dès lors qu'il s'intéresse à ce qui peut se passer sur les marchés financiers, et il crée lui-même sa propre allocation, ou bien la gestion déléguée, où on va effectivement donner un mandat à un professionnel qui va gérer cette partie en unité de compte pour nous, en fonction bien sûr de notre appétence ou pas au risque. Mais si je reviens sur cette, on parlera de la gestion pilotée tout à l'heure, mais si je reviens sur cette gestion libre, quels conseils donneriez-vous à nos internautes pour acheter des unités de compte? Qu'est-ce que je vais privilégier comme critère pour pouvoir investir sur des unités de compte? Parce que c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé en 2020 sur les marchés financiers, il faut aller quand même avoir le cœur bien accroché, avec une séance, on l'a encore tous dans la tête, où on perd 12% sur la bourse de Paris un jour au mois de mars, puis ensuite on reprend 20%. Là, ces derniers jours, on voit effectivement un rallye, on prend presque 10% en une semaine. Il faut effectivement, voilà, il faut certainement respecter quelques grands principes. Si vous pouviez effectivement les partager avec nos internautes. Corentin, voilà, pour vous, quels sont les conseils que vous partageriez ce soir? C'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de points qu'il faut toujours garder en tête quand on est un épargnant, parce que c'est surtout cette année, c'est vraiment un bon exemple de rebondissement tout au long de l'année. Et si on ne garde pas la tête froide, c'est un peu compliqué. Le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est la diversification. En effet, la diversification permet de limiter le risque de perte. Quand on parle de diversification, on pense à la diversification en fonction des projets qu'on peut avoir, fonction des horizons de placement qu'on a en tête, fonction aussi de notre profil d'épargnant, parce qu'on peut être plus ou moins averse ou pas au risque. Et certains veulent une sécurité absolue, d'autres sont beaucoup plus capables d'aller prendre du risque. Donc une fois qu'on a pris tout ça, on diversifie nos allocations. Et quand on parle de diversifier, ça va être diversifié géographiquement, parce qu'on voit que les États-Unis ne se comportent pas forcément de la même façon que l'Europe ou que l'Asie, par exemple. Sur les types d'actifs, on voit que sur les types d'actifs, fonction qu'on soit sur la partie obligation, sur la partie immobilière, sur la partie action. Voilà, cette année, sur la partie action, c'est tombé très fort, c'est remonté après. Par contre, pendant ce temps-là, l'immobilier a été plutôt résilient. Donc, on voit mais cette vérité d'un jour ne sera peut-être pas celle de demain. Donc, il faut aussi diversifier les types d'actifs. Il faut diversifier les horizons de placement.
faut diversifier les signatures, c'est-à-dire les gestionnaires auprès de qui on peut verser, on peut placer notre épargne. On voit que là, il y a eu un événement assez récent où si on avait mis tout au même endroit, ça peut poser souci parce qu'un gérant peut avoir à un moment donné un problème. Ça ne veut pas dire qu'après, derrière, il ne sera pas capable de se récupérer. Et si on a tout mis au même endroit à ce moment-là, ça peut faire très mal. Donc, on voit que voilà, cette diversification peut prendre beaucoup de formes. C'est aussi les secteurs d'activité. On voit que les secteurs d'activité, là, on a un bon exemple. Les nouvelles technologies ont très bien marché pendant toute l'année, même depuis plusieurs années. Et là, on commence à entendre parler le mot magique de rotation. Donc les secteurs qui avaient été un peu sacrifiés reprennent un peu du poil de la bête. Alors, honnêtement, on a beau être les meilleurs du monde. Honnêtement, pour réussir à prendre en termes de market timing, si on veut utiliser des termes un peu savants, essayer de trouver le bon moment pour rentrer là-dessus, c'est très, très compliqué et on n'y arrive pas. Moi, j'ai des très bons gérants, pas moi, mais des très bons gérants à côté de moi, ils s'aperçoivent qu'avoir la confirmation de l'élection de Biden et en même temps l'annonce du vaccin, les deux en même temps, c'était très difficile à trouver. Donc voilà, donc l'important, c'est vraiment de diversifier dans tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que le contrat d'assurance vie donne cette capacité à pouvoir proposer ce choix en termes de classe d'actifs, en termes d'horizon de placement. On a vraiment tout ce que je viens de décrire là. On peut le faire au sein d'un contrat d'assurance vie, donc on peut gérer tous ces projets, on peut gérer toutes ces classes d'actifs, on peut gérer toutes ces allocations, on peut prendre du conseil auprès d'un expert financier ou pas. Donc on a la capacité de le faire de façon assez facile sans avoir à changer de poche et de récupérer ces fonds pour les réinvestir autre part, ce qui est toujours assez compliqué et qui peut être générateur parfois de frais. Donc ça, je dirais que c'est le volet diversification des placements et merci à l'assurance vie de nous permettre de faire ça. Et l'autre volet sur lequel le deuxième conseil qu'on pourrait donner avant de passer la parole à mes confrères, c'est le volet horizon de placement. Donc, j'ai commencé à en parler un petit peu, mais cet horizon de placement doit être vraiment vu fonction des projets qu'on a, fonction d'un placement d'attente ou de la préparation de sa retraite. On voit qu'on peut passer de 6 mois à 30 ans. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Et du coup, une fois qu'on a bien calé tous ces projets, on va pouvoir voir comment on peut voir notre allocation et de définir un peu la liquidité dont on a besoin. Parce que, bien sûr, le fonds euro était génial pour ça, puisqu'il avait le triptyque magique. Donc, en gros, quel que soit le projet, qu'on investisse à 6 mois, à 30 ans, on le mettait sur le fonds euro, c'était liquide, c'était garanti, on avait le rendement. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, si on veut absolument de la liquidité, on l'a, mais du coup, on perd le rendement. Donc, si on est en attente de 6 mois parce qu'on doit réinvestir autre part, il faut trouver des solutions qui permettent de la liquidité. Par contre, si on a 30 ans, il faut juste maintenant avoir bien en tête qu'il n'y a que la durée et du coup la capacité à pouvoir se mettre sur des investissements longs qui permettra de donner du rendement et donc de pouvoir préparer sereinement des projets aussi importants que l'éducation de ses enfants ou sa retraite. Emmanuel, de votre côté, quelles règles d'or souhaiteriez-vous partager? La règle d'or, alors il y a le côté assureur et le côté presque perso qui va parler de la règle d'or. Je pense qu'il n'y en a pas. Non, il y a une règle qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'un contrat d'assurance vie, ce n'est pas un compte titre. Donc, on ne boursicote pas sur un contrat d'assurance vie. Par contre, on fait des placements et on essaie de s'y tenir. C'est assez important quand même. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de changer l'horizon de placement, changer les OPCVM investis. Mais il faut quand même avoir en tête que quand vous prenez tous les fonds disponibles dans les portefeuilles de tous les contrats d'assurance, il n'y a pas de fonds qu'on conseille d'investir sur 6 mois ou 1 mois ou 1 an. C'est toujours un horizon lointain. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on le voit pendant les différentes périodes, et on le voit sur les contrats qu'on a en stock, l'investissement progressif peut être un sujet assez intéressant dans toutes les périodes, puisque l'investissement progressif, c'est-à-dire donc mettre de l'argent tous les mois ou tous les trimestres, ou tous les semestres, ou tous les ans, en tout cas de façon régulière sur son contrat, permet d'investir sur tout type de marché. Et ce qu'on sait tous du marché, c'est qu'on n'investit jamais au bon moment. Ou alors, en tout cas, ceux qui arrivent à le faire, ils y arrivent un temps, mais pas tout le temps. C'est assez compliqué de se dire qu'on a toujours raison. Et d'ailleurs, même les situations sur lesquelles on pense que c'est une évidence, et Corentin en parlait bien avec l'élection américaine et Pfizer, même sur les points sur lesquels on pense que c'est une évidence, ça ne fonctionne pas forcément comme ça. Donc,
de la patience, de l'investissement progressif parce que justement, ça permet d'investir quel que soit le marché, à la hausse comme à la baisse, donc d'avoir des points d'entrée intéressants puisque réguliers et automatisés. Et qui dit investissement progressif dit investissement donc long terme. Et c'est bien à long terme qu'on verra les gains et la plus-value à aller chercher cet investissement dans les unités de compte linéairement. Marianne, vous voulez compléter ces éléments? Oui, tout à fait, que je partage tous en fait. Et ce que j'entends là, c'est la raison. C'est-à-dire que ça, en fait, en synthèse de ce que je viens d'entendre là, c'est que effectivement, on parlait des fonds nouveaux qui baissent et on se dit mince. Mais en fait, c'est une vraie opportunité parce que nous, assureurs, dans l'assurance vie, ça fait des années qu'on vous propose à nos épargnants, à nos courtiers, des outils pour aller sur les marchés financiers. Ces produits, ces contrats d'assurance vie sont extrêmement riches. Chez tous les partenaires que vous avez, les contrats sont complets, sont riches de supports d'investissement et ces bonnes recettes permettent d'y aller. Mais tant qu'on est confortablement assis dans son canapé ou dans sa baignoire, pour reprendre le fonds en euros, on n'ose pas aller un petit peu sortir de sa zone de confort. Là, en fait, on a un critère exogène qui est la baisse de rentabilité, qui est un critère qui nous pousse naturellement, du coup, tous ensemble, à aller s'approprier ces UC, approprier ces unités de compte, approprier ces marchés financiers sur lesquels on est un peu en dehors de notre zone de confort. Et c'est sur ce dernier point que je voudrais rebondir, c'est qu'on a parlé de la raison. Donc déjà, prenez bien les bons outils, ne mettez pas tout au même temps, donc diversifiez le temps, diversifiez les supports, diversifiez les gérants, diversifiez tout ce que vous pouvez, diviser le risque en fait, tout simplement. Et surtout, dès le départ, passez le bon contrat avec vous-même. C'est-à-dire que connaissez votre contrat, connaissez les outils qu'il vous donne et surtout, qu'est-ce que vous voulez foncièrement, parce que vous aimeriez être. On aimerait tous être à Wall Street et à faire des super performances et être le roi du pétrole. Sauf qu'on sait très bien qu'à un moment donné, il y a des émotions qui rentrent en jeu, il y a des aléas de la vie qui rentrent en jeu. Et donc, dans la partie investissement, ce qu'il faut revenir aussi, c'est que vous aurez tous les bons outils, les contrats sont complets, Alta Profit a une proposition très large, il y a des conseillers, et c'est en ça aussi qu'avec ces conseillers et avec votre approche de risque, avec votre appétence au risque, avec vos compréhensions du risque que vous êtes prêt à encaisser comme choc émotionnel, entre guillemets, ben c'est avec ça qu'il faut être en raccord avec vous-même pour qu'après, Alta Profit en tant que conseil et conseiller puisse vous proposer la meilleure diversification, les meilleurs outils, le meilleur contrat, les meilleurs succès. Donc, le point de base, c'est vous aurez les bons outils, vous aurez les bons contrats, prenez du recul nécessaire. Qui je suis? Est-ce que je suis capable d'aller sur tous les supports? Est-ce que je suis capable d'avoir mon niveau de perte maximale? C'est surtout ça, c'est à moins 5, est-ce que je vais encore bien? À moins 10, est-ce que je dois encore la nuit? Et à moins 15, est-ce que je ne vais pas tout couper et acter mes pertes alors qu'en fait, il faudrait que je sois un petit peu patient. Donc, dès le départ aussi, soyez bien en raccord avec votre propre sensibilité au risque. Ça, c'est la base aussi et c'est important. Et puis, si vous avez du mal à prendre du recul et si vous savez que cette aversion au risque ou cette relation avec les marchés financiers est un peu trop complexe pour vous, il y a des outils tout à fait performants dont on vous parlait tout à l'heure, qui est la gestion sous mandat, où une fois que vous avez défini avec, dans votre contrat, le niveau de risque que vous êtes capable de prendre, donc niveau de risque, voilà, une fois que vous êtes mis d'accord avec ça, vous pouvez aussi tout à fait déléguer toutes ces stratégies d'investissement par la gestion sous mandat. Voilà, donc ça, c'est aussi important, c'est connaissez-vous vous-même et si vous n'avez pas le temps ou pas les compétences ou l'envie de piloter cette diversification, passez le relais des experts. Il y a aussi de la gestion pilotée dans les contrats. Merci Marianne. On reviendra dans 2 autres webinaires sur la gestion pilotée qu'on propose à l'intérieur des contrats Alta Profit avec justement les gérants. Donc là, vous nous avez décrit des comportements finalement à adopter lorsqu'on souscrit un contrat assurance vie et quand on souhaite venir effectivement sur les unités de compte. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la construction d'une allocation d'actifs. Quelles sont aujourd'hui les solutions d'investissement qu'on pourrait préconiser à nos internautes? Quelles sont aujourd'hui donc les thématiques qui sont je dirais, qui permettent en tout cas de saisir des opportunités. Emmanuel, de votre côté, voilà, quelles sont les thématiques que vous retenez? Alors, il y a
il y a le monde de l'assurance et de la gestion d'unités de compte dans l'assurance il y a 20 ans. Il y a le monde de l'investissement en compagnie d'assurance il y a 10 ans. Il y a le monde d'aujourd'hui. Il y a 20 ans, on faisait que du fonds euro. Il y a 10 ans, c'était la foire, comme dans les grandes enseignes de distribution. Le contrat d'assurance vie était devenu un grand centre commercial avec des milliers et des milliers de fonds de tous les secteurs d'activité, de tous les marchés, de toutes les sociétés de gestion. Et il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est assez à l'image de ce qui se passe dans nos quotidiens à tous. C'est qu'on va chercher une expertise particulière, une thématique particulière, mais surtout qu'on comprend et dans laquelle on se sent bien d'investir. J'insiste un peu là-dedans. Sur ces mots-là, pourquoi on se sent bien d'investir? C'est qu'à l'époque, on investissait dans des fonds parce qu'il y avait on va dire un terme générique dans lequel on se sentait bien d'investir. Aujourd'hui, on a de plus en plus de la gestion thématique. Donc, dans des sociétés de gestion qui ont transformé leurs investissements justement dans des OPCVM et des unités de compte très ciblées, avec des thèmes qui sont un peu soit à la mode, soit chers à chacun. Donc, il va y avoir l'ISR, l'investissement socialement responsable. Il va y avoir les thématiques comme le climat, l'eau, la santé, la robotique. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve aujourd'hui dans ces investissements-là? On retrouve, et on en a beaucoup et on en référence de plus en plus, un univers d'investissement que l'on comprend. Et ça, c'est pour faire un parallèle, mais je pense que Marianne va en parler après, avec l'immobilier. Le placement préféré des Français en parallèle de l'assurance vie, c'est l'immobilier. C'est ce que les gens pensent être le plus sécure, parce que ça leur appartient, parce qu'ils peuvent le toucher. Ben, c'est un peu la même chose aujourd'hui, ce qui se passe en assurance vie. La gestion thématique et l'investissement thématique, eh ben, on a l'impression de la toucher parce qu'on a l'impression de la comprendre, parce qu'on en parle à la télé, parce qu'on en parle dans les journaux et parce qu'on a tous une appétence particulière sur un marché particulier ou un thème particulier. Et si en plus on arrive à le retrouver dans des gestions, eh ben, on s'engouffre dedans, ce que je trouve qui est une très bonne idée. Ma grand-mère disait toujours, je suis désolé de la citer, c'est comme dans l'art, il ne faut pas acheter parce qu'on pense que ça va prendre de la valeur, il faut acheter parce que ça nous plaît et parce qu'on y croit. Et ben, je pense que ce n'est pas un si mauvais conseil que ça. Même en assurance vie, il faut aussi investir dans des choses qui nous parlent et qui nous intéressent. Voilà. Marianne, votre conseil sur les solutions d'investissement aujourd'hui? Alors, tout est bien, tout est un outil intéressant. Voilà, il faut s'intéresser à tout. Je pense que c'est important, surtout si on est sur des projets à 20-30 ans. L'idée, c'est de savoir un peu quels sont les outils que l'on a. Moi, j'ai un coup de cœur sur l'immobilier parce que je pense que c'est aussi quelque chose qui parle, qui est quelque chose en assurance vie, qui permet d'avoir autre chose que l'immobilier, donc le patrimoine immobilier. On peut être tout à fait propriétaire de son bien, mais il y a des personnes qui ne seront jamais propriétaires et qui peuvent tout à fait avoir aussi besoin dans leur patrimoine d'une dominante immobilière. Donc, l'immobilier dans l'assurance vie, c'est tout à fait pertinent. L'assurance vie donne accès aussi à de l'immobilier via les SCI, les SCPI et les OPCI, à des domaines, à des secteurs immobiliers qu'on n'aura pas nous tout à chacun au quotidien. Je pense à l'immobilier de bureau, à des domaines plutôt institutionnels. Donc, ça permet aussi via la pierre papier, d'avoir accès à des domaines d'investissement intéressants. Et je suis aussi très Silver Avenir qui vient d'arriver, nous, dans notre gamme et dans le contrat Digital Vie. Donc, Silver Avenir est un fonds immobilier qui est basé sur le viager. Donc, en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir proposer à des personnes qui sont propriétaires de leurs biens, donc qui ont un beau patrimoine immobilier, mais bloqués en immobilier, puisqu'aujourd'hui, leur bien a pris beaucoup, beaucoup de valeur, et qui, au quotidien, ont besoin de trésorerie, ont besoin de liquidité. Et donc, cette SCI va aller chercher ces personnes sur des biens de résidentiel, donc des particuliers qui vendent leur patrimoine à des emplacements très importants. Ils le vendent au fonds et en échange, le fonds leur donne l'équivalent de leur bien, 60% de la valeur du bien. Mais ils ont une liquidité immédiate et ça permet d'investir et de donner aux seniors, donc aux personnes qui ont un patrimoine immobilier important, de rendre leur patrimoine liquide. Et nous, derrière, en tant qu'investisseurs, on récupère de l'immobilier résidentiel de très grande qualité tout en rendant à ces seniors l'intérêt de pouvoir rester le plus longtemps possible dans leurs biens. Donc, voilà, c'est le coup de cœur du moment chez nous.
Corentin, côté Generali, vous avez une actualité aussi sur un support immobilier, mais pas que. Exactement. Donc, j'ai écouté avec attention l'intervention d'Emmanuel et je suis d'accord, je le rejoins complètement dans la recherche et je pense que c'est aussi un beau conseil qu'on peut donner d'essayer de donner du sens à son investissement et puis d'essayer d'investir dans ce dans quoi ce qu'on comprend. Donc, bon, alors l'immobilier, en effet, répond complètement à ce cahier des charges, surtout que voilà, l'immobilier, les Français, c'est une histoire d'avenir. Et donc, nous, on a un fonds qui s'appelle GF Pierre et qui, du coup, investit dans de la pierre, dans la pierre de Paris, je veux dire, haussmannien. Vraiment centre d'affaires, donc c'est quelque chose qui est très solide, on sait exactement ce que c'est. Quand on se balade dans les rues, on peut le voir, donc c'est quelque chose qu'on comprend et on fait un lien, on sait à quoi ça correspond. Et c'est vrai qu'en complément d'autres investissements sur les marchés notamment, bah là, ça permet aussi de retrouver du sens et de retrouver voilà, un certain équilibre et de se dire qu'on comprend beaucoup mieux ce dans quoi on investit. Et pour être encore plus concret, quelque chose en lequel on croit vraiment et surtout voilà, dans cette période un peu troublée où on a besoin aussi de se projeter dans l'avenir et d'essayer de redonner un peu du sens, on a lancé très récemment un fonds qui s'appelle Infrastructure durable, donc GF Infrastructure durable, et qui est donc un fonds qui va investir, comme son nom l'indique, dans l'infrastructure avec une thème autour de l'investissement socialement responsable. Donc là, concrètement, on va investir dans tout ce qui est télécom, donc avec l'infrastructure de fibre optique qui va permettre de donner un peu l'accès au haut débit et à Internet à tous, parce qu'on voit que c'est un peu la fracture sociale et on voit que malheureusement le confinement n'a fait que le renforcer pour certains. Et en faisant ça, on aide à comment dire, à essayer de réduire cette fracture-là en donnant accès à tous à un débit Internet qui est supérieur. Ça va aussi investir dans tout ce qui est les énergies renouvelables avec des fermes solaires un peu partout en Europe. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et une troisième thématique, c'est tout ce qui est social avec l'investissement dans des hôpitaux. Donc là, concrètement, c'est un hôpital qui va être construit, un grand hôpital en Europe, au Portugal pour être exact. Et donc du coup, ça, voilà aussi l'aspect hospitalier actuellement sanitaire, ça fait sens et ça fait écho pour tout le monde. Donc ça, c'est un fonds, on l'a lancé, on a investi, nous, dans nos propres deniers, on a investi 150 millions pour pouvoir lancer le fonds et pour pouvoir permettre après aux investisseurs de venir dessus, venir nous rejoindre, sachant que on est assez à l'aise avec ces investissements parce que c'est les investissements, nos propres investissements qu'on fait, nous, dans les fonds euros. Donc, en gros, quelque part, ce qui est bon pour nous et on est convaincu que c'est bon aussi pour nos épargnants. Donc, c'est pour ça qu'on a fait cet effort de le mettre à disposition. Et en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que c'est quelque chose de complètement liquide. Là où habituellement, l'infrastructure, c'est un investissement sur le long terme qu'on ne peut pas récupérer facilement. Là, on assure la liquidité, ce qui veut dire que concrètement, vous pouvez très rapidement récupérer vos fonds quand vous en avez besoin. Donc ça, c'est un peu une illustration de ce en quoi on croit, en plus, en complément de tout ce que Marianne et Emmanuel ont pu présenter et de ce que vous allez présenter, je pense, dans les prochains webinaires avec aussi l'autre point auquel on croit beaucoup, mais que je ne vais pas développer ce soir, c'est tout ce qui est la gestion sous mandat. Et là aussi, nos différents contrats proposent pas mal de nombreux profils de gestion sous mandat. Et ça, c'est aussi intéressant pour pouvoir accompagner quand on est épargnant, parce qu'on n'est pas tous en capacité de pouvoir faire son marché tout seul en gestion libre. Merci Madame, merci Messieurs donc d'avoir partagé avec nous votre vision, nous avoir donné donc des facteurs et des éclairages donc sur les solutions d'investissement aujourd'hui pour saisir des opportunités. Pour nous résumer, donc le fonds en euros est un pilier de l'assurance, mais il n'est pas le seul et unique vecteur de performance, loin de là dans ce contexte actuel, et il est absolument indispensable de diversifier, de venir chercher de la performance avec les unités de compte et la diversité de l'offre en unités de compte, que ça soit donc des biens tangibles avec de l'immobilier, on aurait pu parler aussi des actions en titre vif
qu'on a à l'intérieur des contrats, des OPCVM, des fonds thématiques, des UC diversifiés, des ETF, enfin, une diversifiée, et l'ensemble des équipes Alta Profit sont aussi à la disposition de nos internautes pour les accompagner dans le choix de ces unités de compte. Les 3 contrats dont nous parlons ce soir sont présents dans toute cette diversité, et c'est avec cet accompagnement qu'on ira effectivement chercher de la performance. L'assurance vie reste un véhicule, un mode de détention des actifs extrêmement intéressant en France aujourd'hui. C'est une enveloppe juridique et fiscale qui permet de construire un patrimoine dans le temps, qui permet de valoriser un capital, qui permet de préparer sa retraite, se procurer des revenus complémentaires au moment de la retraite, on l'a évoqué. C'est un outil de transmission du patrimoine. C'est effectivement donc un véhicule à multifacettes qui peut être utilisé de différentes façons, et ça reste vraiment un outil extrêmement intéressant. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de répondre à toutes les questions posées par nos internautes. Alors, une première question, est-il encore possible de placer de l'argent à 100% sur un fonds en euros? Alors, il est possible, effectivement, on en a parlé. Donc, aujourd'hui, Corentin, donc peut-être rappeler combien les seuils jusqu'auxquels on peut placer 100% fonds en euros sur les contrats Generali, et ensuite, je laisserai Emmanuel peut-être compléter. Oui, tout à fait. On a encore… donc, on est dans une logique, en effet, de limiter les accès aux fonds euros pour les protéger, comme on a pu le partager. Et ce qu'on laisse, c'est un certain seuil, une certaine limite pour laisser une certaine accessibilité quand même encore aux fonds euros, donc qui est de 50 000 euros sur notre fonds Eurocima l'année de souscription. Et après, c'est 25 000 euros par an. Et au-delà, il faut effectivement mettre une part en unité de compte qui est de 50%. Exactement. Voilà. Emmanuel? Alors oui, c'est possible. À ceci près que si vous investissez 100% en fonds euros, il y a 2 cas qui vont se présenter. Enfin, le premier, c'est 100% fonds euros. Le rendement du fonds euro, on n'en sera que le plus pénalisé. C'est ce que je disais, hein, c'est que c'est un investissement. On a accès au fonds euro et au rendement du fonds euro si on investit une partie en unité de compte. Et donc, je vais rejoindre ce que dit Corentin et ce que dit Marianne aussi tout à l'heure. Aujourd'hui, mettre au minimum 30 ou 40% en unité de compte, sinon les rendements du fonds euro ne seront pas bons. Et le deuxième sujet, c'est que de quel montant parle-t-on quand on dit est-ce qu'on peut faire entièrement en fonds euro? À partir de certains montants, on peut refuser la souscription d'un contrat entièrement en fonds euros. On le voit bien, donc les assureurs ont vraiment des politiques de souscription de fonds en euros avec des conditions, parce qu'il y a un vrai sujet de préservation des fonds en euros pour tenir les engagements qu'on peut prendre aujourd'hui pour le futur. Sur les nouveaux fonds en euros, le capital sera-t-il garanti à 100%? Alors, le capital sur les fonds en euros qu'on commercialise, qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, le capital est effectivement garanti, déduction faite des frais de gestion annuels. C'est effectivement des mesures que les assureurs avaient déjà mis en place il y a maintenant quelques années. Donc, c'est le cas chez Generali. Marianne, c'est également le cas chez Suravenir? Non, pas pour le moment, Stéphane, mais c'est vrai que pour les nouveaux contrats que l'on crée désormais, ils sont dans ce type-là. Votre contrat étant ancien, il est 100% garanti, mais tout nouveau contrat chez Suravenir, demain, embrassera ce type de garantie, moins les frais de gestion. Et Emmanuel, chez Swiss Life? Oui. Oui, c'est donc on est sur les mêmes règles. Exactement.
Donc, on voit bien que les assureurs ont mis en place un certain nombre de mesures déjà depuis quelques années. Quand on voit effectivement cette courbe, on s'entend qu'effectivement, on restait dans un environnement de taux bas. Une autre question, à quelle date les contrats euro-croissance seront-ils disponibles? Alors, il existe des contrats euro-croissance sur le marché. Dans la gamme Alta Profit aujourd'hui, ils ne sont pas encore accessibles et nous travaillons donc pour pouvoir rendre accessible. Le Generali a un fonds euro-croissance et on souhaiterait effectivement intégrer ce fonds euro-croissance dans les contrats sur la plateforme Alta Profit. Donc, c'est un projet sur lequel on travaille et j'espère qu'on aura la possibilité de le lancer en 2021. Exactement, on travaille activement sur le sujet. Une autre question. Aujourd'hui, les rendements des fonds en euros sont de plus en plus faibles. Peuvent-ils devenir négatifs? Mais avec ce mécanisme où les frais de gestion annuels sont prélevés, on pourrait effectivement avoir le montant des frais de gestion annuels qui soit prélevé si effectivement le taux de participation au bénéfice est à 0. Mais c'est un scénario dans lequel on ne veut surtout pas venir. Et les assureurs, c'est pour ça qu'il y a toutes ces mesures qui sont prises préalablement pour ne pas arriver dans cette situation. Et c'est pour ça qu'il y a dès à présent des conditions d'accès aux fonds en euros et que finalement les assureurs gèrent ces fonds en euros avec une démarche de responsabilité et une démarche extrêmement prudentielle pour ne pas arriver à ces situations. Peut-être pour compléter très rapidement le propos de Stellan, il est vrai que dans le cadre de la protection de nos fonds euros, il y a un point qu'on n'a pas forcément abordé et qui justifie aussi que le rendement est aussi en baisse, c'est que régulièrement, chaque année, on peut dire que la majorité des assureurs le font, on constitue une provision pour le futur. Donc, ça veut dire qu'on met un peu de côté. C'est du rendement qu'on ne verse pas immédiatement, mais pour qu'on puisse faire face dans le futur à nos engagements et de pouvoir assurer ce rendement dans la durée. Et c'est ce qui fait qu'en effet, théoriquement, les rendements du fonds euro pourraient passer négatifs. En pratique, avec toutes les mesures qui sont mises en place par les assureurs, que ce soit sur la limitation des flux ou sur la constitution de ces provisions, dans les conditions actuelles, alors après ça peut encore évoluer parce que chaque année on se dit que ça ne peut pas être pire et malheureusement ça se détériore à chaque fois au niveau des taux. Et je dirais que si ces conditions actuelles qui sont pas très bonnes, donc avec des taux très bas très longtemps, on aurait des taux qui continueraient à diminuer pour tendre vers zéro, mais avec un espoir d'essayer de le maintenir au-dessus de zéro quand même. Je me permets également, la question elle est même très bonne. Pour donner un parallèle, si demain on devait créer un fonds d'assurance, un fonds euro, pardon, comme on le faisait à l'époque en investissant sur le public, on aurait aujourd'hui des fonds qui donneraient des rendements négatifs. Oui. Et oui, et oui. C'est bien le stock et la préservation du stock qui va permettre d'avoir pendant encore on le souhaite, des décennies, un fonds qu'on va protéger du capital et qui donnera toujours un semblant de rendement. Mais c'est justement pour ça. Si on fait une page blanche et qu'on achète aujourd'hui ce qu'on doit acheter pour faire vivre le fonds euro, on sort négatif. Ça, c'est certain. C'est le principe de la baignoire que Marianne nous décrivait tout à l'heure. Qu'en est-il justement des réserves gardées par les assureurs sur les fonds en euros, réserves qui devaient profiter à l'époque aux épargnants? Alors, est-ce qu'il y en a un de vous qui… Oui, c'est un sujet… voilà, le mécanisme, parce que c'est un mécanisme réglementaire. Tout à fait en fait. Sur la participation au bénéfice, donc l'assureur a le choix, et c'est ce que l'on fait, mais c'est la répartition entre deux cases présentes.
cette rentabilité des fonds en euros, soit elle est servie tout de suite aux assurés, c'est ce qu'on verse en chaque fin d'année par rapport au rendement de l'année passée, et l'assureur a aussi la faculté d'en garder une partie en réserve. Donc, de toute façon, cette rentabilité est acquise aux assurés, soit elle est versée tout de suite, soit elle est mise en réserve. Donc, les assureurs aujourd'hui, pour les raisons que l'on a vues, ont tendance à verser la rentabilité, mais dans le juste équilibre entre préserver le futur et rémunérer l'actualité, entre guillemets. Donc, c'est cet arbitrage que l'on fait tous les ans dans la rémunération des fonds euros, mais partez du principe que cette rentabilité, elle est acquise aux assurés et que, vous l'avez donnée, cette rémunération que l'on met de côté, on a 8 ans en tant qu'assureur pour la redistribuer dans les rendements futurs. Donc, il y a une rotation comme ça de ces réserves et elles sont de toute façon réglementairement acquises aux assurés. Il n'y a pas de trésor de guerre qu'on garde pour nous et dont on ne vous parle pas et il n'y a pas de baignoire cachée. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Même si, voilà, c'est des sujets qu'on a très régulièrement parce que la mécanique d'un fonds en euros et la rémunération d'un fonds en euros sont des mécaniques complexes. Et c'est vrai que pour un assuré lambda, à part être des experts comme nous et travailler au quotidien dessus, ça ressemble par moments à des boîtes noires où on ne nous dit pas tout. Ce n'est pas le cas, c'est très réglementé. On est tous sous des autorités de tutelle qui nous contrôlent régulièrement. Et soyez rassurés sur ça. Effectivement, les rémunérations qui vous sont dues sont régulièrement versées et elles vous sont acquises. Merci Marianne. Une autre question, est-ce que Netissima reste un fonds d'avenir? Corentin? Oui, je pense que la question est pour moi. Oui, Netissima est un fonds d'avenir. C'est pour ça qu'on le protège. On le protège donc dans ses conditions d'accès. Donc, comme vous l'avez vu, c'est une condition d'accès de 50% d'unités de compte minimum pour pouvoir avoir accès à ce fonds Netissima, et ce qui fait que on va pouvoir le conserver et préserver son rendement dans la durée, même si il ne faut pas se faire d'illusions, il va continuer quand même, son rendement va continuer à s'éroder. Toutes les mesures qu'on met en place et qu'on a décrites jusqu'à maintenant vont permettre justement d'assurer un avenir à ce fonds. Mais on le répète, aujourd'hui, le fonds euro comme étant, alors on peut l'appeler le fonds euro roi ou le 100% fonds euro, dans un contrat d'assurance vie, on est dans une logique d'investissement long terme parce que c'est vraiment une promesse d'accompagnement sur des projets long terme. Il ne faut pas qu'il soit investi seul, donc il faut qu'il soit investi avec voilà, une diversification avec toutes les classes d'actifs qu'on a pu décrire jusqu'à maintenant. Et donc nous, on l'a mis concrètement en dur avec une contrainte d'accès qui est de 50% unité de compte pour vraiment assurer cette préservation. Une autre question maintenant sur l'ISR. L'ISR occupe aujourd'hui une place très modeste alors que 70% des Français se disent prêts à investir sur cette thématique. Quelle en est la raison? Les placements ISR sont-ils rentables? Qu'est-ce qui veut… Moi, je peux Emmanuel? dans mon ancienne vie, avant d'être assureur, j'étais dans une société de gestion qui faisait déjà de l'investissement socialement responsable. Effectivement, il y a un vrai sujet de rentabilité, mais c'est pas propre à l'ISR, c'est propre à tous les investissements. Est-ce que demain, est-ce que c'est très à la mode? Oui. Est-ce que beaucoup de gens en ont envie? Oui. Mais c'est comme tout, je pense qu'il il y a un temps de latence absolu sur ce marché-là de gens qui vont voir comment ça se comporte. C'est pour ça d'ailleurs que tous les OPCVM ont en général des reportings de performance sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Bon, l'ISR, c'est un peu comme tout. Je pense qu'il faut laisser le temps à l'ISR de vraiment exister et les gens iront dessus. Maintenant, c'est comme tout. Quand vous placez votre argent, c'est le fruit de votre travail et de vos économies. Vous n'allez pas dans quelque chose sur lequel vous n'êtes absolument pas. Et la question est le bon exemple dans laquelle vous n'êtes pas complètement à l'aise encore aujourd'hui sur la rentabilité. Et peut-être pour compléter… Vas-y, Marianne. Oui, merci Corentin. Chez Suravenir, en tout cas, on est persuadé, de par notre historique côté société de gestion, puisque le groupe Arkia, qui est un groupe bancaire, a aussi une société de gestion AIS et Fédéral Finance notamment, qui font depuis très longtemps, depuis plus de 15 ans, une démarche ISR. Donc en fait, nous, l'ESG, l'ISR, c'est vraiment nos valeurs, c'est quelque chose qu'on maîtrise depuis très longtemps. On a déjà des comités d'investissement sur ce sujet depuis très longtemps et la sélection des fonds
dans nos sociétés de gestion maison est basé sur cette démarche-là. Les années passées, ça se démontre en fait. Une entreprise qui est bien gouvernée, une entreprise qui est responsable, qui respecte ses salariés, qui investit dans des domaines comme la technologie, la santé, qui respectent l'environnement, vont forcément avoir des cercles vertueux de croissance. C'est-à-dire que c'est pas, ça reste du bon sens en fait l'ISR. C'est-à-dire que une entreprise saine, qui a une stratégie saine et qui a une gouvernance saine, va forcément avoir plus de critères facilitant son développement que quelque chose qui est complètement moins réfléchi et moins projeté dans l'avenir. Voilà. Donc une entreprise qui a une démarche ISR se projette, a des visions, a une conviction et a souvent une gouvernance beaucoup plus saine. Donc, ce n'est pas une recette qui gagne à tous les coups, mais en tout cas, c'est une tendance qui se démarque. L'ISR n'a pas à rougir de ses performances. C'est tout aussi beau. Après, le risque existe pareil. Le giron fait des choix pareils, fait des allocations pareilles et prend des risques. Donc, la prise de risque est équivalente. Par contre, on voit bien que l'ISR n'a absolument pas à rougir des rentabilités passées. On en est convaincu. Et c'est vrai que l'avantage maintenant, et c'est ce que présentait Emmanuel, c'est que maintenant, là où avant on manquait un peu de recul, le recul on commence à l'avoir parce que il y a des sociétés qui se sont positionnées maintenant depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans pour les pionniers. Et là maintenant on voit que c'est une tendance de fond, tout le monde s'y met. Donc on commence à voir, donc là il y a la question de l'offre. Donc l'offre maintenant est présente, là où elle l'était beaucoup moins avant. Donc c'est sûr quand il n'y avait pas grand chose à acheter, c'était compliqué d'aller se positionner sur les thématiques d'investissement socialement responsable. On commence à voir maintenant, c'est prouvé, il y a de nombreuses études qui montrent que globalement, en termes de performance, l'investissement socialement responsable est au moins aussi performant que les autres types d'investissements. Donc ça, il n'y a plus trop de débat là-dessus. Il n'y a plus d'association. On arbitre, je dirais, soit on choisit la perf, soit on choisit l'aspect socialement responsable. Donc ça, je dirais que c'est une question qui est maintenant réglée. Ce recul nous a permis d'être rassurés là-dessus. Et je dirais même en complément, on a quand même une meilleure maîtrise des risques parce que bon, là, l'actualité, je ne vais pas donner des exemples concrets, mais vous les avez tous en tête. Il y a un certain nombre de cas concrets dans l'actualité qui montrent qu'il y a des grandes sociétés qui ayant pris des risques, soit sur des thématiques de gouvernance, soit en thématiques d'environnement. Je veux dire, il y a un pétrolier qui a eu des soucis dans le golfe du Mexique. Et c'est parce qu'il avait pris des risques sur le volet environnemental, il l'a payé très cher. Il y en a un autre qui avait un constructeur automobile qui avait des soucis de gouvernance, il l'a payé très cher aussi. Et du coup, quand on a ces critères-là, des critères que nous, de notre côté, sur nos investissements, on a depuis plus de 15 ans en termes de critères d'environnement, de sociétal et de gouvernance, on s'aperçoit que on gère beaucoup mieux cette approche des risques et on a beaucoup moins de gros problèmes de risques qui interviennent d'un seul coup et assez massivement. Donc, on est aussi tous, je suis aussi convaincu que c'est un bon choix et maintenant on a l'offre qui permet d'y répondre et il y a aussi un sujet de pédagogie et là on est tous, c'est notre travail à la fois nous en tant qu'assureurs mais aussi en tant que courtier comme Alta Profit pour vous accompagner là-dedans, pour l'expliquer parce que c'est quelque chose de nouveau et qu'on doit vous accompagner dans ces investissements. Une autre question, si on a un contrat en cours, 100% fonds en euros, si on le diversifie avec des UC, la date d'entrée reste-t-elle la même? Et qu'en est-il sur les frais de gestion? Alors, la date d'entrée, la date d'effet et qui détermine aussi l'antériorité fiscale d'un contrat d'assurance vie, c'est la date de l'ouverture du contrat, de la souscription du contrat d'assurance vie. Et après, si vous êtes 100% sur le fonds en euros, le contrat a été ouvert il y a une dizaine d'années, et vous voulez aujourd'hui arbitrer une partie de ce fonds en euros sur des unités de compte, la date d'effet de votre contrat, l'antériorité fiscale de votre contrat sera bien 10 ans auparavant. Donc, c'est vraiment la date de souscription. Ensuite, les fonds en euros donc, ont des frais de gestion qui peuvent varier. Les unités de compte également en fonction des contrats. Ce qu'il faut, c'est regarder donc, avec le conseiller patrimonial donc, les frais de gestion inhérents à chaque contrat d'assurance et à chaque fonds en euros. Sur le fonds en euros, on a des contrats qui vont de 0,60 à 0,75 de frais de gestion annuels. Sur les unités de compte, on est un petit peu au-dessus, on est à 0,84 de frais de gestion annuels.
mais il faut vraiment voir en fonction des contrats. Une dernière question, enfin. Sur quel UC conseillez-vous d'investir actuellement? C'est la dernière question, Nathalie. Bien, je vais redonner la parole à chacun de nos invités, leur coup de cœur pour conclure cette table ronde. On commence par Marianne, honneur aux femmes. Alors moi, je vais faire une redite. C'était mon coup de cœur de tout à l'heure, c'est la SC Silver Avenir. Voilà. Donc, le support, l'unité de compte investie en immobilier. En immobilier, pour du résidentiel. Avec ce mécanisme du viager. Voilà. Emmanuel? Alors moi, je vais décevoir, j'ai pas de coup de cœur particulier. Je veux juste dire que Corentin, Marianne et moi, nous avons des contrats, nous distribuons des contrats qui sont multi-supports, multi-poches. Ça veut dire que dans tous les contrats, on peut investir tout type de support. Et je crois que mon coup de cœur, en fait, c'est la diversification de son risque. Est-ce que la thématique aujourd'hui médicale et technologique, qui est très à la mode et qui forcément, parce que le Covid est passé par là, va s'accélérer, est-ce que c'est pas un bon thème aussi? Sûrement, mais la diversification surtout. Corentin? Alors, je dirais que pour moi, si j'avais un choix à faire, en effet, ça serait la diversification, mais je me suis largement exprimé sur le sujet. Et je dirais que je vais faire aussi un peu de redite parce que c'est vrai que, bon, en plus, c'est un peu le fonds maison, mais le fonds infrastructure durable, il permet de cocher deux cases, à la fois la case quelque part de la relance avec de l'investissement dans les infrastructures. Donc, on croit dans l'avenir et ça fait plaisir en ces temps un peu difficiles de pouvoir se dire qu'on se projette dans des projets qui nous emmènent vers le futur. Et deux, en plus, c'est la thématique de la durabilité. Donc, en effet, on est sur cette thématique de l'ISR et ça, pour nous, c'est quelque chose voilà, auquel on croit énormément. Et on conseille à tout le monde d'aller. Donc ce fonds infrastructure durable permet de répondre aux deux contraintes. Donc, on est assez fan. C'est un peu notre fonds du moment aussi. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager votre vision avec nous ce soir. J'espère voilà, que chacun y trouvera en tout cas des axes de réflexion. L'ensemble des équipes d'Alta Profit sont bien sûr à votre disposition pour vous accompagner au quotidien dans le choix de ces unités de compte. Je terminerai en disant que l'assurance vie, finalement, c'est un compagnon pour la vie. C'est un outil qui est extrêmement diversifié. Les critères pour bien choisir son contrat d'assurance vie, c'est le compagnon qu'on va choisir, c'est la signature. Et on a voulu effectivement ce soir donner la parole à 3 signatures de référence sur le marché de l'assurance vie en France. Donc, sur Avenir avec Marianne, Emmanuel chez Swiss Life et Corentin pour Generali. Alta Profit donc, est partenaire de ces 3 assureurs depuis de nombreuses années maintenant. Merci à vous 3 d'avoir accepté cette invitation. Merci à nos épargnants d'avoir été là ce soir et merci de leur fidélité. Je vous souhaite une très bonne soirée.